Les 280 000 euros que j'ai donnés en mémoire de Pierre ne construisaient pas une nouvelle salle d'opération pour les enfants malades. Cet argent achetait des villas de luxe sur la Côte d'Azur, des voitures coûteuses, des soirées champagne. Et moi, conservatrice de musée retraitée de 68 ans, une femme qui a consacré sa vie à distinguer le faux de l'authentique, alors que je pensais accomplir le dernier souhait de mon mari, je devenais en réalité la dernière victime de la plus grande arnaque caritative de France. Bonjour, je suis Madeleine Laurent. Je suis ici pour vous raconter une histoire qui s'est déroulée à Lyon. Une histoire difficile à croire, mais qui figure dans les archives judiciaires sous le numéro de dossier C-2024-8847. J'ai 68 ans et je suis conservatrice de musée à la retraite. Pendant 40 ans, j'ai travaillé au musée des Beaux-Arts de Lyon. Mon métier consistait à préserver, identifier et exposer des tableaux de la Renaissance, des sculptures baroques, des œuvres impressionnistes. Je pouvais distinguer un faux monnaie d'un vrai rien qu'en observant les coups de pinceau. J'ai examiné des milliers d'œuvres d'art, détecté des centaines de contrefaçons, travaillé comme experte dans des ventes aux enchères. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, la plus grande contrefaçon se produirait dans ma propre vie, sous mes yeux, entre mes doigts. Et quelle tragique ironie! En tant qu'experte en art, je reconnaissais les faux tableaux d'un seul coup d'œil, mais je n'ai pas vu la fausse association caritative, le faux objectif, le faux masque de bonté. Car parfois, les contrefaçons les plus dangereuses ne sont pas accrochées au mur. Parfois, elles s'assoient en face de vous sourient, vous offrent un café. Cette histoire est celle d'une perte, mais c'est aussi l'histoire d'un éveil, d'une colère, d'une vengeance, l'histoire d'une escroquerie, mais finalement, et je vous le promets car c'est dans les archives judiciaires, l'histoire de la victoire de la justice. Maintenant, avant de commencer l'histoire, j'ai une petite demande. Cette vidéo n'est pas seulement mon histoire, c'est la réalité vécue chaque année par plus de 15 000 personnes en France, par des centaines de milliers de personnes dans le monde. Les fausses associations caritatives opèrent peut-être dans votre ville en ce moment même. Si cette histoire vous apprend quelque chose, si ne serait-ce qu'une minute vous vous dites « cela aurait pu m'arriver », aimez s'il vous plaît. Surtout pour tous ceux qui ont perdu un proche et veulent faire quelque chose en sa mémoire. Partagez avec vos parents, vos voisins, vos amis. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de Madeleine, car je vais continuer à raconter des histoires réelles, instructives, bouleversantes, mais toujours porteuses d'espoir. Et dans les commentaires, partagez avec moi s'il vous plaît, vous ou quelqu'un que vous connaissez, avez-vous fait un don à une association? Y a-t-il une fondation qui vous a semblé suspecte? De quelle ville êtes-vous? Car savoir combien de personnes ces histoires atteignent, combien de vies elles sauvent, me motive chaque matin à m'asseoir dans ce fauteuil. L'histoire commence en février 2024. Dans mon appartement, à Lyon, dans mon salon donnant sur la Saône, alors que je lisais la dernière lettre de Pierre. Dehors, il neigeait, ces flocons silencieux et épais qui recouvraient tout d'un linceul blanc, comme si le monde s'était tu de deuil en l'absence de Pierre. J'avais perdu mon mari Pierre il y a 4 mois, le 18 octobre 2023. Cancer du pancréas, rapide, impitoyable, sans merci. Diagnostic 21 août. Décès 18 octobre. Seulement 8 semaines entre les deux. 8 semaines pour dire adieu à 43 ans d'amour. Comment cela pourrait-il être suffisant? J'avais 67 ans à l'époque. Notre mariage, comment le décrire, était une véritable histoire d'amour, mais pas du genre cliché. Pierre se levait à 6 heures du matin, allait à l'hôpital, et je remplissais son thermos de café. Il rentrait à 20 heures, fatigué, mais les yeux brillants. Aujourd'hui, j'ai réparé le cœur d'une petite fille de 4 ans. Madeleine, disait-il. Sa famille pleurait de bonheur. Et je pleurais aussi. Car Pierre n'était pas seulement chirurgien, c'était un sauveur de vie, un ange, un héros. Quand il est mort, l'avocate maître Sophie Blanc a lu le testament chez le notaire. Il m'avait laissé la maison, les économies, les investissements. Et aussi une lettre, une enveloppe blanche sur laquelle était écrit de sa main tremblante « À mon amour Madeleine, à ouvrir après ma mort ». Quand j'ai pris cette enveloppe, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli la laisser tomber. Sophie a gentiment dit « Si vous voulez rester seule, Madame Laurent ». Je suis restée seule, dans ce bureau froid de notaire, et j'ai ouvert l'enveloppe. Ma chère Madeleine, si tu lis ces lignes, c'est que je ne souffre plus. Tu sais, mes derniers jours ont été très difficiles. Même la morphine ne suffisait plus. Mais maintenant, je suis en paix. Et j'espère qu'un jour, toi aussi, tu trouveras la paix. J'ai une faveur à te demander, mon amour.
peut-être ma dernière faveur. Toute ma vie, j'ai essayé de guérir des enfants. J'ai réparé de petits cœurs, soigné de minuscules poumons. Mais tu sais, notre hôpital a des moyens très limités. Les équipements sont vieux, les salles d'opération insuffisantes. Combien de fois t'ai-je dit, si seulement nous avions une nouvelle salle d'opération, nous pourrions sauver plus d'enfants. Je te laisse 300 000 euros. Formidable, Madeleine, dit Alain en se levant. Il m'a serré la main, cette fois plus longtemps, plus chaleureusement. Maintenant, laissez-moi vous donner les coordonnées bancaires. Voici le numéro IBAN, le compte officiel de la Fondation Espoir. Quand vous transférez l'argent, envoyez-moi un email. Je rassemblerai immédiatement l'équipe du projet, les travaux commenceront. Il m'a donné une carte de visite. Dessus, en lettres dorées, Dr Alain Mercier, directeur, Fondation Espoir pour les enfants. Tel +33 4 78 XXXX. Email a.mercier@fondation-espoir.fr. Ce jour-là, en sortant de la fondation, les rues de Lyon étaient ensoleillées, les mouettes criaient, des bateaux passaient sur la Saône. J'avais un sourire sur mon visage. Pour la première fois en 4 mois, je me sentais vraiment heureuse, vraiment légère, parce que j'accomplissais le dernier souhait de Pierre. Je le faisais vivre, je portais son nom vers l'éternité. Le lendemain matin, sans perdre de temps, je suis allée à ma succursale du Crédit Lyonnais. Mon conseiller, M. Thibault, m'a accueilli. « Madame Laurent, comment puis-je vous aider ?»« Je veux transférer 280 000 euros, dis-je. J'ai tendu la main vers mon sac, j'ai sorti l'IBAN qu'Alain m'avait donné. Thibault a regardé l'ordinateur. 280 000 euros, c'est presque la totalité de votre compte d'épargne, madame. Êtes-vous sûre ? J'en suis sûre, monsieur Thibault. C'est le dernier souhait de mon mari, pour une association caritative, pour une salle d'opération pédiatrique. Thibault a hoché la tête. Je comprends, je lance la procédure. Le transfert sera terminé dans les 24 heures. 24 heures plus tard, 13 février 2024, 15h47, j'ai reçu un SMS sur mon téléphone. 280 000 euros transférés avec succès. Solde restant, 3 847 euros. Les économies de toute une vie de Pierre étaient parties. Notre avenir, notre plan de retraite, notre sécurité. Mais ce n'était pas grave, parce que maintenant, une salle d'opération allait être construite. Des centaines d'enfants allaient être sauvés. Pierre allait vivre éternellement. J'ai immédiatement envoyé un email à Alain. « Bonjour Alain, l'argent a été transféré aujourd'hui, reçu en pièces jointes. Vous pouvez lancer le projet, je suis enthousiaste. » La réponse est arrivée en 10 minutes. « Chère Madeleine, excellente nouvelle, nous avons reçu l'argent, la comptabilité vérifie actuellement. À partir de demain, je vais rencontrer l'équipe du projet. Je vous tiendrai informé à chaque étape. Vous faites quelque chose d'incroyable. Pierre est proche de vous, j'en suis sûre. Affectueusement, Alain. » Mes économies de retraite, mes actions, la vente de notre maison de vacances à Annecy. Madeleine, s'il te plaît, utilise cet argent. Fais-en don à l'hôpital. Qu'il crée la salle d'opération pédiatrique Pierre-Laurent. Équipement moderne, dernière technologie, les meilleures conditions. Ainsi, même après ma mort, à chaque opération, à chaque enfant sauvé, je continuerai à vivre. Ce n'est pas mon dernier souhait, mon amour, c'est la continuation du sens de ma vie. Je sais que tu le feras, parce que tu me connais mieux que quiconque. Je t'aime jusqu'à l'éternité, à chaque souffle, à chaque battement de cœur, ton Pierre. Quand j'ai fini de lire la lettre, mes joues étaient mouillées. Mais cette fois, mes larmes ne contenaient pas seulement de la douleur. Il y avait un but, une mission, un dernier cadeau. Pierre m'avait laissé un héritage, pas seulement de l'argent, l'héritage d'un rêve, d'un sens. Le lendemain, les yeux encore gonflés, l'écriture de Pierre encore dans mon esprit, je suis allée à l'hôpital Femme-Mère-Enfant. L'hôpital, au nord de Lyon, était un immense bâtiment blanc. Pierre y avait travaillé pendant 30 ans. En marchant dans les couloirs, je sentais sa présence, sa blouse blanche, son stéthoscope, ses pas rapides. J'ai rendu visite au directeur, le docteur Bernard Rousseau. Bernard était le collègue le plus proche de Pierre. Il avait prononcé un discours aux funérailles. Pierre n'était pas seulement mon collègue, c'était mon frère. « Madeleine », dit-il dans son bureau. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Il m'a serrée dans ses bras. « Cet endroit est si vide sans Pierre. Je le cherche tous les jours dans les couloirs. Les familles des patients demandent « Où est le docteur Laurent ?» Je ne sais pas quoi leur dire. « Je sais, Bernard, dis-je. » Ma voix tremblait.
Mais il y a un moyen de faire vivre Pierre. Il m'a confié une mission, une nouvelle salle d'opération, en son nom. Il a laissé 300 000 € pour cela. » Le visage de Bernard s'est illuminé. Vraiment, comme si une ampoule s'était allumée. « Madeleine, c'est incroyable. Un don aussi généreux. L'esprit de Pierre doit être ravi en ce moment, j'en suis sûre. Mais… » Sa voix s'est brisée. « Mais tu sais, la bureaucratie hospitalière publique est très lourde. Les dons prennent beaucoup de temps à être traités. Formulaire après formulaire, commission après commission, au moins 2-3 ans. Et au final, pas de garantie que l'argent soit vraiment dépensé pour la salle d'opération. Parfois, il se perd dans le budget général. » Mon cœur s'est serré. 2-3 ans? Le rêve de Pierre devait-il attendre si longtemps? Et y a-t-il une alternative, Bernard? Un moyen plus rapide? Bernard a hésité un moment, puis il s'est penché en avant, sa voix s'est abaissée. « Écoute, Madeleine, je peux te suggérer quelque chose, mais sois très prudente, s'il te plaît. Il y a une fondation appelée Fondation Espoir pour les enfants. Fondation Espoir pour les enfants. C'est une fondation privée, pas de bureaucratie d'État. Ils font des dons d'équipements aux hôpitaux pédiatriques, construisent des salles d'opération. Ils travaillent très rapidement. Un ami a fait construire une salle d'opération en 6 mois. Est-ce fiable? » Bernard a hoché la tête. « J'ai personnellement travaillé avec eux plusieurs fois. Leur directeur, le docteur Alain Mercier, est un nom reconnu, un cardiologue respecté, à la retraite. Maintenant, il se consacre aux œuvres caritatives. J'ai beaucoup entendu parler de lui, des choses positives. » Ce jour-là, en quittant Bernard, un espoir a germé dans mon cœur. Peut-être que le rêve de Pierre se réaliserait beaucoup plus vite. Peut-être que dans 6 mois, lors d'une inauguration, son nom serait écrit en lettres brillantes. Salle d'opération pédiatrique Pierre Laurent. En rentrant chez moi, je suis entrée dans un café Internet. Je suis âgée, mais je n'ai pas peur de la technologie. Les étudiants m'ont appris. J'ai cherché Fondation Espoir pour les enfants. Leur site web. Mon Dieu, comme il était professionnel! Couleur blanc-bleu, visage souriant d'enfant, salle d'opération moderne. Sur la page d'accueil, des diapositives défilaient. 50 salles d'opération construites en 10 ans. Nous avons changé la vie de 25 000 enfants. La fondation de santé infantile la plus fiable de France, approuvée par le ministère de la Santé. Il y avait une section de référence, des médecins reconnus, des politiciens, des hommes d'affaires avec leurs photos. La Fondation Espoir sauve des vies. Sénateur Jacques Moreau. Le meilleur pour nos enfants. Docteur Christine Dubois, professeure de pédiatrie. Il y avait aussi une vidéo, Alain Mercier, en blouse blanche, à l'hôpital, parlant avec des enfants. Notre mission est très simple, disait-il à la caméra. Chaque enfant mérite les meilleurs soins de santé. Nous transformons ce rêve en réalité. Tout était si convaincant, si réel. J'ai trouvé le numéro de téléphone. J'ai appelé. La femme qui a répondu, probablement la secrétaire, était extrêmement polie, extrêmement professionnelle. « Fondation Espoir, bonjour, comment puis-je vous aider ?»« Je voudrais faire un don, dis-je, ma voix tremblait. Mon mari est décédé, en sa mémoire. »« Je suis vraiment désolée, madame, » dit la femme d'un ton sincère. « Le docteur Mercier serait ravi de vous rencontrer. Demain à 14 heures, cela vous convient-il ?»« Demain, si rapide !» L'hôpital public aurait donné un rendez-vous des mois plus tard. « Oui, ça me convient, » dis-je. Le lendemain, je suis allée dans le 2e arrondissement de Lyon, près de la place Bellecour, dans un immeuble prestigieux. Le bâtiment de la Fondation, architecture du 19e siècle, haut plafond, escalier en marbre. À l'entrée, une plaque brillante, Fondation Espoir pour les enfants, chaque enfant est un espoir. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Quand j'ai ouvert la porte, un bureau moderne m'a accueilli. Murs blancs, dessins d'enfants, meubles élégants. À la réception, une jeune femme, maquillée, professionnelle, a souri. « Madame Laurent, le docteur Mercier vous attend, je vous en prie. » Nous avons traversé un couloir. Des certificats étaient accrochés au mur. Approbation du ministère de la Santé 2020, prix de la meilleure association caritative 2022, certificat de partenariat UNICEF. Le bureau du docteur Alain Mercier était un bureau d'angle, spacieux, luxueux, mais sans ostentation. Un grand bureau, derrière lui la vue sur Lyon. Au mur, le serment d'Hippocrate, un diplôme, des photos. Alain avec des enfants, dans des hôpitaux, lors d'inauguration.
Alain s'est levé en me voyant. La cinquantaine, cheveux gris, yeux bleus, élégant costume gris foncé. Un homme impressionnant. Sa poignée de main était chaleureuse, ses yeux étaient plats. « Madame Laurent », dit-il d'une voix douce mais profonde, « bienvenue. D'abord, je tiens à vous présenter mes plus sincères condoléances pour la perte de votre mari, le docteur Pierre Laurent. C'était vraiment un chirurgien formidable. De nombreux collègues ont parlé de lui avec admiration. J'ai entendu dire qu'il est décédé d'un cancer du pancréas. Tellement prématuré, tellement injuste. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Quand quelqu'un parlait de Pierre de cette façon, avec tant de sincérité, je pleurais toujours. « Merci, docteur Mercier », dis-je en sortant un mouchoir de mon sac. « S'il vous plaît, appelez-moi Alain », dit-il. « Venez, asseyez-vous. Laissez-moi vous offrir un café. Comment l'aimez-vous » Nous nous sommes assis. Le café est arrivé, dans de vraies tasses en porcelaine, avec des biscuits à côté. Tout était soigné. Tout était pensé. « Madeleine ?» dit Alain d'une voix douce, se penchant en avant. Il regardait dans mes yeux, ce contact visuel était très sincère. Bernard Rousseau m'a parlé du dernier souhait de Pierre. Une salle d'opération en sa mémoire. C'est très touchant, très significatif, très rare. De telles personnes généreuses sont peu nombreuses. Et je vous promets, nous réaliserons ce rêve de Pierre de la plus belle façon. « Pouvez-vous vraiment le faire ?» demandai-je. Mon espoir se reflétait dans ma voix. « Non seulement nous pouvons, nous allons le faire. Maintenant, permettez-moi de vous présenter notre phonation. » Alain a tourné l'ordinateur portable sur le bureau. Une présentation PowerPoint a commencé. Chaque diapositive était préparée professionnellement. Graphiques, photos, statistiques. « La Fondation Espoir a été créée en 2014, dit Alain. Après ma retraite, je me suis dit, je dois maintenant faire quelque chose non seulement pour un seul patient, mais pour des milliers. Nous avons construit notre première salle d'opération à Marseille. Maintenant, 50 salles d'opération dans 12 villes. » Les diapositives défilaient. Sur chacune, un hôpital différent, une inauguration différente. Alain coupant un ruban, des enfants applaudissant, des familles souriant. Et en ce moment, dit Alain, il y avait de l'excitation dans sa voix, nous planifions un nouveau projet à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants, salle d'opération de cardiologie pédiatrique, équipement moderne, dernière technologie, les meilleures conditions. Exactement l'hôpital où Pierre travaillait. N'est-ce pas une coïncidence incroyable, Madeleine ? Mon cœur a commencé à battre. Vraiment ? L'hôpital de Pierre ? Oui, en fait, nous prévoyons de lancer le projet en mai. Mais il y a un petit problème, le budget. Coût total 400 000 euros. Nous avons 120 000 euros, il manque 280 000 euros. Si vous donnez cet argent, ses yeux ont brillé. Le projet démarre immédiatement. Les fondations sont posées en juin, l'inauguration en décembre. Et le nom de la salle d'opération, le nom officiel, sera Salle d'opération de cardiologie pédiatrique Pierre Laurent. Une plaque en bronze à l'entrée, avec la photo de Pierre, son nom et l'inscription « Son amour et son dévouement vivent éternellement ». Tout semblait si parfait, si facile, exactement ce que Pierre voulait. Mais une voix, cette petite voix sceptique en moi, a murmuré « Est-ce que cela peut être si facile ?» Mais j'ai fait taire cette voix, parce qu'Alain était si sincère, la fondation était si professionnelle, et le rêve de Pierre se réalisait. « Que dois-je faire ?» demandai-je. Alain a souri, un sourire chaleureux et rassurant. Il a sorti un dossier de son sac. Voici le contrat de don. Un document standard, préparé par nos avocats. Voulez-vous le lire ? J'ai pris le contrat. 5 pages, langage juridique, petits caractères. La donatrice, Madeleine Laurent, donne de manière irrévocable 280 000 euros. La Fondation Espoir pour les enfants s'engage à utiliser ces fonds pour le projet de salle d'opération de cardiologie pédiatrique Pierre Laurent. Durée du projet 6-10 mois. Tout semblait en ordre. Standard, légal, sécurisé. J'ai signé nom, prénom, date. 12 février 2024. La première semaine, tout se passait parfaitement. Alain envoyait des emails tous les jours. 14 février, réunion avec l'entreprise de construction Bouygues. 16 février, plan de la salle d'opération demandé à l'architecte Atelier Perrault. 18 février, pré-contrat signé avec le fournisseur d'équipement médical Siemens Healthineers. Chaque email
augmentait mon espoir. Cela arrivait vraiment. Le rêve de Pierre se réalisait. La deuxième semaine, les premières images sont arrivées. Alain avait joint des rendus 3D à son email. La salle d'opération, moderne, brillante, murs blancs, équipement de dernière technologie, au plafond l'inscription « Salle d'opération Pierre Laurent ». 22 février, voici les premiers designs de la salle d'opération. L'architecte veut vous rencontrer, prendre vos idées. Êtes-vous disponible ? Disponible ? Bien sûr. J'ai parlé au téléphone avec l'architecte, une jeune femme, très enthousiaste. Madame Laurent, l'héritage de votre mari va être incroyable. Je conçois la plus belle salle d'opération. La troisième semaine, un petit contretemps. Les autorisations de l'hôpital sont un peu retardées. La bureaucratie, vous savez. Mais ne vous inquiétez pas, cela se résoudra. Normal, me suis-je dit. Il y a des retards dans tous les projets. La quatrième semaine, le fournisseur d'équipements a augmenté les prix de 15%. À cause de la crise mondiale de l'offre. Il y a un petit dépassement de budget, mais nous allons gérer, ne vous inquiétez pas. Encore normal. Il y a de l'inflation, tout le monde le sait. La cinquième semaine, silence. Alain n'a pas envoyé d'email. J'ai écrit « Alain, les dernières nouvelles me manquent, tout va bien ?» Pas de réponse. La sixième semaine, j'ai écrit à nouveau « Alain, s'il vous plaît, une mise à jour, je suis inquiète. » 24 heures plus tard, une réponse est arrivée, mais cette fois différente, courte, froide. Madeleine, désolée, je suis très occupée. Le projet continue, mais le secteur de la construction est très complexe, il y a constamment de nouveaux problèmes. Soyez patiente, s'il vous plaît. Alain. Soyez patiente ? J'ai donné 280 000 € et tout ce que vous dites c'est « soyez patiente ». La 7e semaine, j'ai appelé la fondation. Le téléphone a sonné longtemps. Finalement, la secrétaire a répondu, mais cette fois sa voix était différente, froide. Fondation Espoir, oui. Je suis Madeleine Laran, je veux parler au docteur Mercier. Le docteur Mercier est très occupé, madame, en réunion, il vous rappellera. Quand m'appellera-t-il ? Je ne sais pas, madame, bonne journée. Clic, elle a raccroché. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, quelque chose n'allait pas. La 8e semaine, j'étais maintenant en panique, j'ai appelé l'hôpital. J'ai trouvé Bernard. « Bernard, dis-je, ma voix tremblait. Comment se passe la salle d'opération Pierre Laurent ? As-tu vu les ouvriers, les matériaux ?» Bernard est resté silencieux. Un long silence. Puis il a dit lentement « Madeleine, de quelle salle d'opération parles-tu » Le monde a tourné. « Que veux-tu dire ? De quelle salle d'opération ? La salle d'opération de cardiologie pédiatrique Pierre Laurent, celle que la Fondation Espoir construit. » Madeleine, la voix de Bernard contenait de l'inquiétude, de la peur, de la tristesse. Il n'y a aucune construction ici, aucun plan de salle d'opération. J'ai vu Alain Mercier le mois dernier à un congrès à Paris. Nous nous sommes salués. Il n'a pas mentionné de projet. Madeleine, je ne savais même pas que tu avais fait un don à l'hôpital. À ce moment-là, la chaise sur laquelle j'étais assise a semblé osciller. La pièce a tourné. Ma respiration s'est coupée. Mais Alain dans les emails, dans les photos, tout. Madeleine, la voix de Bernard est devenue sérieuse. Combien d'argent as-tu donné à la Fondation Espoir ? 280 000 €, ai-je murmuré. Toutes les économies de Pierre. Mon Dieu, Bernard a gémi. Madeleine, va immédiatement à la police, immédiatement. Cela ressemble à une escroquerie. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que le téléphone est tombé par terre. J'ai essayé de me lever, mais mes genoux n'ont pas tenu. Je me suis effondrée sur ce sol froid de la cuisine. Et j'ai compris. J'avais été escroquée. 280 000 €, l'œuvre de la vie de Pierre, notre avenir, tout était parti. Et il n'y avait pas de salle d'opération, pas de plaque en bronze, pas de nom de Pierre. Il n'y avait que des mensonges, que de l'escroquerie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Dans mon lit, j'ai fixé le plafond. Des milliers de questions tournaient dans ma tête, chacune comme un couteau qui s'enfonçait. Pourquoi Bernard n'était-il pas au courant de la salle d'opération ? Pourquoi Alain s'était-il tu ?
Où étaient passés les 280 000 euros? Les photos de la salle d'opération étaient-elles fausses? Les conceptions 3D étaient-elles inventées? L'architecte au téléphone, cette jeune femme, était-elle aussi fausse? Et la question la plus sombre, la plus effrayante, qui est Alain Mercier? Est-ce un vrai médecin ou tout était-il en roule? Vers 4 heures du matin, j'ai regardé Lyon par la fenêtre. La ville dormait, mais j'étais éveillée, au milieu du cauchemar. Et j'ai pensé, en voulant accomplir le dernier souhait de Pierre, l'ai-je trahi? Que pensez-vous que j'aurais dû faire à ce moment-là? Aurais-je dû aller immédiatement à la police? Ou appeler Alain une fois de plus pour découvrir la vérité? Ou peut-être qu'il ne s'agissait que d'un malentendu? Peut-être que tout allait s'arranger? Dans les commentaires, écrivez s'il vous plaît, si vous étiez à ma place, quel aurait été votre premier pas ce matin-là? Auriez-vous gardé espoir ou auriez-vous combattu? Car dans le prochain chapitre, vous verrez, ma décision allait changer ma vie et celle de milliers de personnes en France. Ce matin-là, je me suis levée à 7 heures. En fait, je ne me suis pas levée, car je ne m'étais pas couchée. Toute la nuit, j'avais entendu la voix de Pierre dans mon esprit. « Madeleine, y aura-t-il une salle d'opération ?» demandait-il. « Allons-nous sauver les enfants ?» Et moi, enfouie dans l'oreiller, je murmurais en pleurant. « Je suis désolée, mon amour. Je suis désolée, je t'ai déçu. » À 7h15 du matin, je suis allée dans la salle de bain, j'ai regardé dans le miroir. Je n'ai pas reconnu la femme devant moi. Yeux injectés de sang, cheveux en désordre, visage affaissé, peau pâle, elle ne semblait pas avoir 68 ans, mais 88 ans. Était-ce moi? Madeleine Laurent, qui avait travaillé 40 ans au musée des Beaux-Arts, qui distinguait les faux monnaies uniquement par les coups de pinceau, qui avait travaillé comme consultante dans des ventes aux enchères internationales, était-ce ce fantôme dans le miroir qui me regardait? J'ai fait du café. Mes mains tremblaient tellement, comme si j'avais la maladie de Parkinson, que j'ai laissé tomber la tasse 2 fois. La deuxième fois, la porcelaine s'est brisée, le café a recouvert le sol de la cuisine. Je me suis assise là, au milieu des morceaux cassés, le café chaud brûlait mon pied, mais je m'en fichais. Mes larmes coulaient, je ne pouvais pas les contrôler. Et cette voix, cette mauvaise voix qui juge, a murmuré en moi « Tu es stupide, Madeleine. À 68 ans, diplômée d'université, une femme qui a vu le monde, comment as-tu pu être si facilement trompée? Au musée, tu détectais les faux tous les jours, mais dans la vraie vie, tu n'as pas vu la contrefaçon la plus évidente. Tu as donné l'argent de Pierre, chaque centime, à un étranger. Tu es une honte. » Mais ensuite, une autre voix, la voix de Pierre, cette voix chaude et douce, a dit « Non, Madeleine, tu n'es pas stupide. Tu es de bonne foi, tu es pleine d'amour, tu es une femme qui fait confiance à l'humanité. Et les mauvaises personnes utilisent la plus belle qualité des bonnes personnes, la confiance, l'espoir, la bonté. Ce n'est pas ta faute, mon amour. » À 8h45, j'ai pris une décision. Bernard avait raison. J'irai à la police. Même si c'était humiliant, même si je savais que tout le monde dirait « vieille folle », parce que si je me taisais, la prochaine Madeleine vivrait la même douleur, et je ne pouvais pas le permettre. Quand je suis arrivée au commissariat de police du 3e arrondissement de Lyon, il était 9h30. Un énorme bâtiment, froid, officiel, effrayant. Je suis entrée, j'avais du mal à respirer. J'ai dit au policier à la réception, un jeune homme, barbu, « Je veux porter plainte, escroquerie. » Ma voix était si brisée que l'homme avait du mal à entendre. « Je vous en prie, madame, remplissez les formulaires. » Il m'a donné une pile de papier. J'ai écrit d'une main tremblante. Nom, Madeleine Laurent. Objet de la plainte, escroquerie d'association caritative. Montant perdu, 280 000 euros. Quand j'ai écrit 280 000, le stylo s'est arrêté dans ma main. Ce nombre, ce n'était pas seulement un nombre, c'était 30 ans de travail de Pierre, chaque matin à 6 heures, chaque retour à 20 heures, même les week-ends de garde, les économies de toute une vie d'un homme. Et moi, d'une signature, j'avais tout détruit. Ils m'ont emmené dans une petite salle d'interrogatoire. 4 murs, une table, 2 chaises, lumière néon au plafond, comme dans les films de cinéma. Le policier qui est venu était l'inspecteur Marc Durand. Environ 45 ans, cheveux courts, costume gris, visage sérieux, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, peut-être de l'empathie, peut-être de la fatigue, un regard qui disait « J'en ai beaucoup vu, plus rien ne me surprend ».
Bonjour, Madame Laurent, dit-il en s'asseyant. Je suis l'inspecteur Durand, brigade des délits financiers. Racontez-moi ce qui s'est passé, du début à la fin, en détail. Ne vous pressez pas, chaque détail est important. Et j'ai raconté, d'une voix tremblante, parfois en m'arrêtant pour pleurer, parfois avec colère, la mort de Pierre, ces 8 dernières semaines, les pompes à morphine, le lit d'hôpital, sa main tremblante dans la mienne, la lettre, la salle d'opération en mon nom, le dernier souhait de Pierre. Bernard, la Fondation Espoir travaille très vite, une suggestion innocente, Alain Mercier, en blouse blanche dans un bureau impressionnant, ce sourire sincère, la Fondation, site web professionnel, référence, certificat, le don, 280 000 €, parti en un clic, les promesses, salle d'opération prête en 6 mois, les emails, réguliers la première semaine, puis espacés, puis silence, la phrase choc de Bernard, « Il n'y a pas de construction ici, Madeleine ». Chaque mot s'enfonçait comme un couteau. Ma honte, ma colère, ma douleur, tout s'est déversé dans cette salle d'interrogatoire froide. Marc prenait des notes silencieusement. Il n'a jamais interrompu, n'a jamais dit « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Il a juste écouté, vraiment écouté. Quand j'ai terminé, ma voix n'était plus qu'un murmure. Marc a dit « Madame Laurent ». Sa voix était sérieuse mais douce. « D'abord, je tiens à vous remercier beaucoup. Venir ici, raconter cela, cela demande un courage incroyable. La plupart des gens ne viennent même pas à la police par honte, ils souffrent en silence. Mais vous êtes venu, et je veux que vous sachiez, je veux vraiment que vous entendiez cela, ce n'est pas votre faute. » Mais mes larmes ont coulé à nouveau. Mais j'ai été tellement stupide, je n'ai même pas fait de recherche, j'ai seulement regardé le site web, j'ai seulement... Madame, Marc s'est penché en avant, a regardé dans mes yeux. Je fais ce travail depuis 20 ans. J'ai vu des centaines de cas d'escroquerie. Et je vais vous dire ceci, ces escrocs sont des professionnels. Ce sont des experts en psychologie, des artistes de la manipulation. Ils ont attendu votre moment de faiblesse, le deuil, la solitude, le désir de faire quelque chose, et ils ont attaqué. Tout comme un lion choisit une gazelle affaiblie. Vous n'êtes pas coupable, eux sont coupables, et nous allons les attraper. Pour la première fois en 48 heures, j'ai ressenti un petit soulagement en moi. Quelqu'un disait que je n'étais pas stupide, seulement de bonne foi. Marc a continué. Maintenant, je dois être réaliste. Ces types d'affaires sont très difficiles. Pourquoi ? Parce que l'argent va généralement dans des comptes offshore, Luxembourg, Suisse, îles Caïmans. De là, il est à nouveau divisé, blanchi, presque impossible à tracer. Vos chances de récupérer votre argent, désolé, mais moins de 10%. Mais, il a levé le doigt, mais nous allons enquêter, parce que si Alain l'a fait une fois, il le fera probablement encore, et peut-être qu'il fera une erreur, et nous l'attraperons. Que dois-je faire maintenant ? Maintenant, donnez-moi tout. Échange d'emails, contrat, reçu bancaire, carte de visite d'Alain, informations sur le site web de la Fondation. Je vais envoyer tout cela à la brigade des délits financiers. Ils vont travailler avec Interpol, coordonner avec Europol, et vous allez attendre. Mais n'oubliez pas, madame, la justice arrive parfois lentement, mais elle arrive. J'ai tout donné. J'ai transféré tous les emails depuis mon téléphone. Le reçu bancaire, le contrat, la carte de visite, tout. Pendant que Marc examinait les documents, il a murmuré « Intéressant, cette IBAN appartient à une banque luxembourgeoise, tactique offshore classique. Et le site web est toujours actif en ce moment. Très audacieux. Habituellement, les escrocs ferment immédiatement le site, mais ceux-ci, ils cherchent encore des victimes. Cela pourrait nous donner un avantage. » Quand je suis sortie du commissariat, il était 11h45. Les rues de Lyon étaient animées, les gens sortaient pour la pause déjeuner, les cafés étaient pleins, le soleil brillait. Mais j'étais comme dans un autre monde, comme si j'étais dans une bulle de verre. Je pouvais voir le bonheur dehors, mais je ne pouvais pas le toucher. J'ai marché, le long de la Saône, dans les rues du Vieux-Lyon, sans bite, des couples âgés, main dans la main, de jeunes mères avec des poussettes, des enfants courant en riant. Quelle vie normale, ai-je pensé. Ils n'ont pas été escroqués, ils n'ont pas perdu les économies de leur vie. Seulement moi suis si stupide. Je me suis assise sur un banc.
J'ai regardé la basilique de Fourvière. Pierre m'avait fait sa demande en mariage ici, il y a 44 ans. Il s'était mis à genoux, avait dit « Madeleine, veux-tu m'épouser ?» J'avais dit oui, en pleurant, oui. Émotion dominante, deuil, solitude, culpabilité de ne pas avoir sauvé sa petite fille. Motivation, faire vivre le nom de Camille, faire quelque chose de bien. Prise de décision, émotionnelle, pas rapide mais sensible à la pression. Point faible, faible en technologie, solitude, peur du vieillissement. Point fort, financièrement indépendante, prend ses propres décisions. Signe d'alarme, pour Alain, pas trop de questions, confiance rapide, gros argent prêt. Chaque détail visait le cerveau d'Alain. 26 mars, mardi, le profil était prêt. Nous sommes allés sur le site web fondationenfantsespoir.com. Même design, même visage, fausse photo stock, même mensonge. Dans la section Contact, bouton Formulaire de demande de don. Nous avons cliqué, le formulaire s'est ouvert. Votre nom, Marguerite Fontaine, email m.fontaine-nice@gmail.com, téléphone +33 6 47 89 23 56, ville Nice. Montant du don 500 000 €, objectif du don unité de soins intensifs pour bébés prématurés au nom de ma petite fille Camille. Mon doigt a tremblé au-dessus du bouton envoyer. Une fois que j'aurais appuyé, pas de retour en arrière. Alain verrait le piège. Ou pas. Il viendrait ou s'enfuirait. Fais-le, dit Marie. Le moment est venu. J'ai cliqué. Votre message a été envoyé. Nous vous contacterons dès que possible. Maintenant, nous attendions. Premier jour, 26 mars, aucune réponse. Vérification d'email toutes les heures, vide. Deuxième jour, 27 mars, encore silence. Peut-être qu'il s'est méfié, dit Jean-Claude. Peut-être que 500 000 est trop. Il a pensé c'est un piège. Troisième jour, 28 mars, 14h23, mon téléphone a vibré. Notification d'email. Email de Marguerite. J'ai couvert ma bouche avec ma main. Il est arrivé! Tous se sont rassemblés autour de moi. J'ai ouvert l'ordinateur portable. Email. Objet. Merci pour votre don. Fondation Enfant Espoir. Expéditeur. contact@fondation-enfant-espoir.com. Date 28 mars 2024, 14h23. Chère Madame Fontaine, tout d'abord, mes plus sincères condoléances pour la perte de votre petite fille Camille. Perdre un bébé doit être une douleur que je ne peux même pas imaginer. Je vous félicite de ne pas vous laisser seule dans ces moments difficiles, de penser aux autres. Avec 500 000 €, nous pouvons créer une magnifique unité de soins intensifs pour prématurés à Nice. Équipement de dernière technologie, personnel expert et, bien sûr, sous le nom Unité Bébé Camille. Le nom de votre petite fille vivra éternellement et d'innombrables bébés s'accrocheront à la vie. J'aimerais beaucoup vous rencontrer, vous expliquer les plans en détail. Pouvons-nous organiser un appel téléphonique ou, si possible, une rencontre en face à face ? Je suis actuellement dans la région Provence. Venir à Nice est facile pour moi. Avec mes respects et ma profonde admiration, Dr Alain Mercier, directeur, Fondation Enfant Espoir. Tel +33 7 89 45 12 78. Nous l'avions attrapé. Il avait mordu à l'hameçon. Mais nous devions être prudents. Si nous semblions trop enthousiastes, il se méfierait. Si nous étions trop froids, il perdrait l'intérêt. Équilibre. Marie et moi avons écrit une réponse ensemble, pesant chaque mot. Cher docteur Mercier, merci pour vos mots gentils. Perdre Camille, les mots ne suffisent pas. Mais je sais que faire vivre son nom me donnera la paix. Nous pouvons avoir un appel téléphonique. Je suis âgée, pas très bonne avec la technologie, mais un simple appel va bien. J'ai une question. Êtes-vous vraiment médecin ? Excusez-moi, mais ces jours-ci, il y a tant d'histoires d'escroquerie. Je veux être sûre. Cordialement, Marguerite Fontaine. Le dernier paragraphe, Êtes-vous vraiment médecin ? Était risqué, mais intentionnel, parce qu'une vraie femme âgée poserait cette question. Et Alain, en disant « Bien sûr que je suis réelle, voici les preuves », s'exposerait davantage.
La réponse est arrivée 2 heures plus tard, 16h47. Chère Marguerite, vous avez tout à fait raison. Être prudente est important. Je peux vous envoyer mes documents, mon diplôme de médecine, notre approbation du ministère de la Santé, les rapports de nos projets passés. La transparence est notre priorité. Puis-je vous appeler demain, 29 mars, vendredi, à 15h? Votre numéro +33 6 47 89 23 56 est-il correct? Bonne soirée, Alain. Le piège s'est refermé. L'étape de l'appel téléphonique était venue. Qui sera Marguerite? Demanda Sophie. Au téléphone, Alain entendra notre voix. Qui jouera? Françoise a levé la main. Je le ferai. 40 ans sur scène, j'ai joué Ophélie, j'ai joué Lady Macbeth. Je jouerai aussi Marguerite. 29 mars vendredi, 14h55. Nous étions tous chez moi, le téléphone sur la table en mode haut-parleur. Françoise faisait des exercices de respiration, échauffait sa voix, les autres attendaient silencieusement. 15h. Le téléphone a sonné. Françoise a répondu, sa voix âgée, fatiguée, parfaite. Allô? Bonjour, Madame Fontaine. La voix d'Alain, polie, gentille, sincère. Exactement comme quand il me parlait. Exactement comme quand il parlait aux 23 victimes. Oui, c'est Marguerite. Êtes-vous le docteur Mercier? Oui, madame. Comment allez-vous? Comment est le temps à Nice? Conversation amicale. Briser la glace. Françoise jouait magnifiquement. Je vais bien, merci. Il fait beau, mais je suis seule. Depuis qu'Henri est mort, la maison est trop grande, trop silencieuse. Je comprends tellement, madame. Votre mari, Henri, quel âge avait-il? 74. Crise cardiaque. Soudain. Nous étions ensemble au petit déjeuner, l'après-midi à l'hôpital. Il est parti. La voix de Françoise s'est vraiment brisée. Jeu d'acteur incroyable. Comme c'est tragique, dit Alain. Sa voix était dans un ton désolé, mais nous savions, c'était juste un script, de la manipulation. Et votre petite fille Camille, quand cela s'est-il passé? L'année dernière en mai, le bébé de ma fille Emma. Elle avait 28 semaines, née trop tôt. Les médecins ont beaucoup essayé, mais ses poumons n'étaient pas assez développés. Silence. Puis Alain, Madame Fontaine, je comprends votre douleur. Et je vous jure, si nous créons l'unité bébé Camille, des centaines de Camilles seront sauvées. Votre don changera une génération. Promesse, manipulation émotionnelle. Pouvez-vous vraiment le faire? Il y avait de l'espoir dans la voix de Françoise. Elle jouait parfaitement. Absolument. Nous avons discuté avec l'hôpital Larchet à Nice. Ils sont très volontaires. Avec 500 000 €, l'unité sera prête en 8 mois. Équipement moderne, ventilateur, incubateur, moniteur. Le meilleur. 8 mois? Françoise a parlé avec hésitation. C'est long? Je sais, madame, mais la qualité prend du temps. Et à chaque étape, nous vous tiendrons informés. Même si vous voulez voir la construction, nous vous inviterons à l'hôpital. Les mêmes promesses, ce qu'ils avaient dit à Pierre, ce qu'il m'avait dit. Alors, que dois-je faire, docteur? C'est très simple, madame. Vous allez signer un contrat de don, un document standard, légal. Ensuite, vous transférerez l'argent sur le compte de la fondation. Nous commencerons immédiatement le projet. Je vois, mais je ne peux pas aller à Paris, à Lyon. Je suis âgée, voyager est difficile. Aucun problème, madame. Alain a immédiatement sauté. Il avait vu l'opportunité. Je peux venir à Nice. Nous nous rencontrerons à votre villa. Nous signerons le contrat là-bas. Beaucoup plus confortable. Voilà. Alain avait accepté de se rencontrer en face à face. Le piège se refermait. Françoise a hésité. C'était une hésitation calculée. Êtes-vous sûre? Nice n'est-il pas loin? Non, madame. Je suis déjà en Provence. Je suis à Marseille en ce moment. Nice est à 2 heures. Aucun problème. Quand êtes-vous disponible? La semaine prochaine? Peut-être mercredi? Parfait. Le mercredi 3 avril à 14 heures. Cela vous convient? Oui, ça convient. Formidable, madame. Quelle est votre adresse? Françoise, elle le savait par cœur. Nous l'avions répété encore et encore, dit 47 Promenade des Anglais, Villa Les Mimosas, grande porte jaune. Sonnez, je vous ouvrirai. Compris, madame. Alors, le 3 avril, mercredi à 14 heures, Villa Les Mimosas. J'ai noté. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée, docteur. Le téléphone a raccroché.
5 secondes de silence. Puis nous avons tous explosé. Cris, étreintes, larmes. « Nous l'avons fait !» dit Claudine. « Alain vient, le 3 avril à 14 heures. » Mais Patrick était calme. « Il y a un problème. Le 47 Promenade des Anglais n'est pas une vraie adresse. Elle n'existe pas sur Google Maps. Alain viendra, ne trouvera pas l'adresse, se méfiera. » Il avait raison. Nous avions besoin d'une vraie villa. Henri dit « J'ai un ami à Nice, Danielle Rousseau. Elle a une villa sur la promenade, petite mais élégante. Peut-être qu'elle aidera. Je vais lui expliquer la situation. » Henri a appelé Daniel. Au téléphone, il a expliqué. Escroquerie, piège, justice. La réponse de Daniel est venue du haut-parleur. Henri, bien sûr que ma villa est à vous. J'ai failli être victime d'une escroquerie similaire il y a 2 ans. Ces salauds doivent être arrêtés. Adresse 47 bis Promenade des Anglais, Villa Beau Rivage. Le 3 avril, je serai là aussi. Parfait, tout se mettait en place. 3 avril, mercredi, jour de l'opération. 7 heures du matin, dernière vérification à la villa. Caméras actives, microphone fonctionne, ordinateur portable prêt. 10 heures, Françoise a enfilé les vêtements de Marguerite, un dernier regard dans le miroir. Je suis prête. Midi, déjeuner, mais personne ne pouvait manger. Nos estomacs étaient noués. 13 heures, position. Françoise dans le salon avec une tasse de thé. Moi, Patrick, Jean-Claude dans la pièce du fond devant l'ordinateur portable. Marie, Sophie, Henri, Claudine dehors dans une voiture garée. Marc et la police à 500 mètres. 13h45, Françoise s'est assise dans le salon. Sur l'écran de l'ordinateur portable, nous pouvions la voir, calme, prête. 13h58, la sonnette a retenti. Nous 3, moi, Patrick, Jean-Claude, avons retenu notre souffle. Sur l'écran de l'ordinateur portable, nous regardions Françoise. Françoise s'est levée, a marché vers la porte, a ouvert. Sur l'écran, nous avons vu un homme à la porte, taille moyenne, la cinquantaine, cheveux gris, costume bleu foncé, sac en cuir, apparence professionnelle. Alain Mercier. Mais quelque chose a attiré mon attention. Son visage était différent de la photo sur le site web. Bien sûr, parce que cette photo était une fausse photo stock. Cet homme, c'était le vrai Alain, ou qui qu'il soit vraiment. « Bonjour, Madame Fontaine ?» La voix d'Alain, gentille, sincère, chaleureuse. Nous pouvions l'entendre clairement par le microphone. « Bonjour, docteur Mercier. Entrez. » Françoise était parfaite, âgée, fatiguée, mais polie. Ils sont entrés. Se sont assis dans le salon. Alain sur le canapé, Françoise dans le fauteuil en face. Alain a sorti des dossiers de son sac. « Madame, je vous ai apporté des informations sur la fondation. Voici notre protocole avec l'hôpital Larchet de Nice. Voici nos projets passés. Centre pour enfants Espoir à Toulouse, Clinique Sourire à Lyon. Et voici le contrat de don. » Il étalait les documents sur la table, tous professionnels, tous en couleur, tous semblaient convaincants. Mais nous savions, tous faux. Françoise a regardé les documents, a mis ses lunettes, a lentement tourné les pages. Très impressionnant, docteur. Alors, qu'est-ce qui sera fait exactement avec 500 000 €? Excellente question, madame. Alain a sorti un Excel, tableau budgétaire détaillé. Regardez, 220 000 €, construction et rénovation. 180 000 €, équipement médical. Ventilateur, incubateur, machine CPAP. 60 000 €, formation du personnel. Infirmière, médecin. 40 000 €, dépenses opérationnelles première année. Total, 500 000 €. Tout transparent, chaque centime rapporté. Chiffres, tableaux, professionnalisme. Mais tout mensonge. Françoise a dit « Je vois ». Puis, question scriptée. Et le nom « Unité bébé Camille » sera vraiment utilisé. Les yeux d'Alain ont brillé. Il savait qu'il devait faire une emphase émotionnelle ici. « Madame, c'est très important pour vous, n'est-ce pas ?»« Oui », dit Françoise. Sa voix s'est brisée, comme si c'était une vraie émotion. « Camille, elle est la plus grande douleur de ma vie. Faire vivre son nom me donnera la paix. »« Alors, je vous promets, madame. » Alain s'est penché en avant, a touché la main de Françoise, un geste manipulateur. À l'entrée, une plaque en bronze de 2 mètres de haut. Dessus, le nom de Camille, votre nom, et cette inscription.
qui a donné vie à des centaines de bébés par son amour. Dans le couloir de la salle d'opération, nous pouvons accrocher la photo de Camille. Chaque médecin, chaque infirmière la verra tous les jours, se souviendra de votre générosité. Exactement ce qu'ils avaient dit à Pierre, exactement ce qu'il m'avait promis. Françoise a hésité, puis, hésitation scriptée, « Docteur, je veux vous faire confiance, mais ces dernières années, il y a tellement d'escroqueries. Comment puis-je être sûre que c'est réel ?» Le visage d'Alain n'a pas changé. Pas de surprise, pas de colère. Juste un sourire compréhensif. « Vous avez tout à fait raison, madame. Être prudente et sage. Regardez, laissez-moi vous montrer notre certificat d'approbation du ministère de la Santé. » Il a sorti de son sac un document d'apparence officielle. Fondation Enfant Espoir, numéro d'approbation officielle 2024/HK/387. Date 10 janvier 2024. Signature ministre de la Santé. Faux, certainement, 100% faux. Mais Françoise a dit « Je vois, merci docteur », comme si elle était convaincue. Alain s'est détendu, il pensait avoir passé le test. Maintenant, madame, si je vous ai convaincue, pouvons-nous signer le contrat? Parce que le calendrier du projet est très serré. D'ici fin avril, le budget doit être approuvé. Sinon l'hôpital, il s'est arrêté pour l'effet dramatique. L'hôpital pourrait s'entendre avec une autre fondation. Cette opportunité pourrait être perdue. Pression, menace de temps, classique. Françoise s'est levée, lentement, avec difficulté, comme une femme âgée. « Docteur, je veux réfléchir un peu. C'est une grande décision. Peut-être un jour de plus ?» Le visage d'Alain a changé. De la colère est apparue un instant, mais il s'est immédiatement ressaisi. « Madame, je comprends, mais le timing est très critique. Je retourne à Paris demain. Si vous ne signez pas aujourd'hui, ma prochaine visite sera dans 2-3 semaines. Et d'ici là, plus de menaces, plus de pression. » Et Françoise, timing parfait, a dit la phrase code. « Docteur, voulez-vous de l'eau ?» Signal de danger. Jean-Claude a immédiatement pris le téléphone, a appelé Marc. « Marc, viens, maintenant. Alain est ici. Françoise sent le danger. » Depuis la pièce du fond, je suis aussi passée à l'action. Je ne pouvais plus me cacher. J'ai couru dans le salon. Alain regardait Françoise. Il avait senti quelque chose. « Madame, allez-vous bien ?» Il m'a vue. Son visage a gelé. « Toi ?» Sa voix a tremblé. « Toi, tu es Madeleine Laurent ?» Il m'avait reconnue du journal, des informations. « Oui, Alain, dis-je. Ma voix était glacée. Je suis Madeleine. Tu as volé mes 280 000 €. Tu as volé la salle d'opération de Pierre. Tu as volé le dernier soie de Pierre. Et maintenant, tu essaies de voler plus à Marguerite, c'est-à-dire à nous. » Les yeux d'Alain se sont élargis de panique. Il a attrapé son sac, a couru vers la porte. Patrick avait fermé la porte, verrouillée. « Tu ne peux pas sortir. » Alain s'est tourné vers la porte arrière. Mais là, Daniel se tenait, téléphone à la main. La police est à 1 minute. Alain est retourné dans le salon. Toutes les sorties étaient fermées. Il était coincé. Et à ce moment précis, sirène. 2 voitures de police ont freiné devant la villa. L'inspecteur Marc et 4 policiers ont fait irruption. « Alain Mercier, ou quel que soit ton vrai nom, tu es en état d'arrestation, » dit Marc. « Accusation, escroquerie organisée, usurpation d'identité, falsification de documents, blanchiment d'argent. 23 victimes identifiées, perte estimée de 1,8 million d'euros. » 2 policiers se sont approchés d'Alain. Ils l'ont menotté. Alain ne parlait plus maintenant. Il regardait juste. Nous, Françoise, moi. Dans ses yeux, il n'y avait plus ce sourire sincère. Seulement de la colère, de la peur et de la défaite. Il a été emmené dans la voiture de police. Nous, 8 victimes, plus Daniel, dans la villa, nous nous sommes serrés dans les bras. Nous avons pleuré. Mais cette fois, nos larmes n'étaient pas de douleur. C'étaient des larmes de victoire. Fin de l'histoire, conclusion, plus message final. Alain avait été capturé, menotté, dans une voiture de police. Mais était-ce la fin de l'histoire? Non. Parce que cette nuit-là, au commissariat de police de Lyon, pendant l'interrogatoire, ce qui est sorti de la bouche d'Alain allait nous choquer. Le gang, ce n'était pas seulement Alain, 5 personnes, 5 escrocs professionnels, un réseau organisé. L'opération, pas seulement la France, 7 pays. Victimes, pas seulement 23. Total estimé, 180 victimes, 12 millions d'euros. Et le plus important,
Notre argent. 280 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Tout l'argent perdu. Pouvait-il être retrouvé, récupéré? Au tribunal, 6 mois plus tard, Alain Mercier, vrai nom Thierry Dubois, 52 ans, ancien commercial, et ses 4 complices ont été condamnés. Peine, 8 à 2 ans de prison. Bien saisi, 3,2 millions d'euros. Villa, voiture, compte bancaire. Notre argent? Nous avons récupéré 42%. Pas tout, mais quelque chose. Assez pour que Marie garde sa maison. Assez pour que Jean-Claude ne vende pas la maison de Thomas. Assez pour que je puisse vraiment créer une salle d'opération. Pas 280 000, mais 120 000 euros que le tribunal m'a rendu, et avec des dons supplémentaires de la communauté après notre histoire. Et le 15 juin 2025, exactement, j'étais là, à l'hôpital femme-mère-enfant, à l'inauguration, devant la plaque en bronze, en mémoire d'un médecin qui a consacré sa vie à sauver des enfants. Son amour et son dévouement vivent éternellement. Don de Madeleine Laurent et de la communauté Justice Ensemble. J'ai pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Pierre, ton rêve s'est réalisé. Avec retard, avec douleur, avec lutte. Mais il s'est réalisé. Si vous regardez cette vidéo maintenant, s'il vous plaît, souvenez-vous, vous n'êtes jamais trop vieux pour vous battre. Jamais trop faible pour chercher la justice. Jamais trop seul si vous trouvez d'autres qui partagent votre douleur. Aimez cette vidéo. Partagez-la. Sauvez la prochaine Madeleine. Pour la justice. Ensemble. Pour toujours.